Monsieur Roffer, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on apprend donc par la DGSI que plus de 300 djihadistes français ont été tués en Irak et en Syrie, sur un chiffre de 1700 qui serait parti. Tout d'abord, est-ce que vous croyez en ces chiffres? Sont-ils crédibles? Alors, j'ai des chiffres aussi qui vont globalement dans le même sens, à une nuance près. À l'heure actuelle, il resterait dans la zone Irak-Syrie à peu près 700 individus potentiellement dangereux ayant combattu. Tous ne combattent pas. Il y en a qui sont infirmiers et il y en a qui sont même fort déçus de ce qu'on leur fait faire. Un des garçons qui est rentré en France se plaignait que pendant un an, on lui avait fait creuser les tombes des gens qui étaient morts au combat et que lui faisait. Sans doute, on n'avait pas une totale confiance en lui. Mais bon, disons à peu près 700. Là-dessus, ce qui n'est pas mentionné par le rapport de la DGSI, c'est que, vous savez qu'il y a eu le siège de Mossoul, il y a eu la prise de la ville de Mossoul, et là-dedans, une centaine d'individus ayant un passeport ou une carte d'identité française auraient disparu. Alors, la fin de la prise de Mossoul s'est faite par des milices chiites. Les milices chiites n'ont pas une passion particulière pour les gens de l'État islamique. Les gens de l'État islamique sont des fanatiques sunnites qui pensent que les chiites sont des hérétiques et des proto-chrétiens et de mauvais musulmans. Donc quand les gens des milices chiites tombent sur des gens de l'État islamique, eh bien, on ne peut pas être sûr qu'ils ont une tradition très établie de faire des prisonniers et sans doute un certain nombre d'entre eux ont été liquidés. Ce qui fait que ceux qui restent sur le sol à l'heure actuelle syrien ou irakien, pour ceux qui se sont repliés, c'est sans doute plus proche de 500 que d'autres choses. Quant à ceux qui reviennent en France, attention, tous ceux qui reviennent en France ne sont pas dans un état d'esprit guerrier, de vouloir continuer le djihad en France. Nombreux sont les cas où des gens ont plus ou moins fui le champ de bataille parce que ce qu'ils y avaient vu était absolument épouvantable. On parle de gens décapités, on parle de femmes enceintes éventrées, de gens jetés du haut des bâtiments. Et certains des gens qui étaient partis là-bas, des garçons qui étaient partis là-bas comme idéal, ont été complètement effondrés par ce qu'ils ont vu. Et notamment, il y a à peu près 2 ans de ça, il y avait 3 combattants du djihad qui étaient revenus en France. Il y a eu un loupé, on les attendait à Lyon, ils sont arrivés à Marseille. Bref, à la fin, on est tombé sur eux. Et quand on est tombé sur eux, quand les gendarmes les ont arrêtés, ces garçons ont demandé immédiatement à voir un juge. Les gendarmes ont dit, mais attendez, non, ils voulaient voir le juge tout de suite. Et une fois dans le bureau du juge, ils ont supplié le juge, ils ont dit, on préfère faire 10 ans de prison en France que de retourner un jour là-bas. Pitié, ne nous renvoyez pas là-bas. Donc, le tout est de trier dans ceux qui reviennent, ceux qui sont vraiment déprimés et effondrés de ce qu'ils ont vu et qui n'ont qu'une seule idée, c'est d'oublier tout ça. Et puis ceux qui, secrètement ou ouvertement, ont envie de continuer le djihad. Voilà, le vrai problème à l'heure actuelle est celui-là. Alors, avant de continuer sur ce retour des djihadistes en français, comment est-ce que vous faites pour établir cette estimation, ces chiffres qui ont été avancés par la DGSI, qui se rapprochent de vos chiffres? Comment vous faites? Alors, d'abord, moi, si la question s'adresse à moi en tant qu'individu, j'ai eu énormément d'étudiants à l'Institut de criminologie, puis maintenant dans le master que nous avons de criminologie au CNAM. Et beaucoup de mes étudiants sont devenus policiers, magistrats ou officiers de renseignement, donc je suis toujours en contact avec eux. Je les aide à réfléchir sur certains des problèmes auxquels ils doivent se poser, et en échange de quoi ils me donnent des informations. Naturellement, j'évite de tout dire, mais enfin je peux quand même communiquer sur un certain nombre de points. Voilà, donc à l'heure actuelle, il faut savoir une chose, la France, pas uniquement la France, la Russie aussi, la Grande-Bretagne, ont des plateformes d'interception électronique au-dessus du Moyen-Orient. Et donc, énormément de choses qui circulent, des mails, des conversations téléphoniques, etc. À la fin, quand vous faites le recoupement de tout ça, vous avez une idée assez précise de combien d'individus sont sur place. Parce qu'ils ne sont pas seuls au monde, ils ont des familles en France ou dans différents pays, ils communiquent et donc à la fois on arrive à savoir. Plus, vous avez maintenant une ligne verte, une ligne téléphonique pour les familles qui s'inquiètent du départ d'un de leurs proches, etc. Il faut que vous sachiez une chose, parce que ça a été une surprise au départ quand la ligne en question a été installée, c'est que les femmes, dans les familles où les gamins sont partis faire le djihad, les femmes sont très mécontentes. Elles sont très frustrées, elles n'aiment pas la guerre, etc. Et donc nombreuses sont celles qui appellent, des fois dans une même famille,
plusieurs femmes musulmanes appellent la plateforme pour dire mon petit frère fait des bêtises, il veut partir là-bas, etc. Cette plateforme, plus l'électronique au-dessus du Moyen-Orient, on sait à peu près qui part là-bas. Et naturellement, on sait à la fin qui est tué, parce que ils préviennent les familles, mais on le sait avec un peu de retard. Donc en gros, c'est pas une mesure scientifique, c'est pas à un degré près comme l'eau, oui, etc., avec un thermomètre, mais à la louche, ce que je vous dis, encore 600 combattants vivants. Alors bien entendu, au moment où on parle, peut-être qu'il y en a un qui s'est fait tuer, mais en gros comme ça, 600 oui, combattants vivants. Sont-ils tous encore en état de faire la guerre? Sont-ils traqués? Se cachent-ils? Parce que beaucoup des fiefs de l'État islamique sont tombés. Et voilà, c'est ceux-là dont on pense qu'ils peuvent présenter un danger s'ils rentrent en Europe. Alors, vous parlez de danger s'ils rentrent en Europe. C'est un débat qui fait beaucoup une question qui fait beaucoup débat actuellement au sein de la classe politique française. On apprend qu'il y a certains djihadistes qui sont rentrés, qui se sont repentis. Est-ce qu'aujourd'hui on peut leur faire confiance? Est-ce que vous doutez de leur sincérité ou est-ce qu'il faut vraiment les croire, les aider à réintégrer la société? Non, il faut pas. Je veux dire, même s'ils sont sincères, ça serait quand même extrêmement naïf de leur faire confiance, parce que les influences qu'ils subissent ne vont pas toutes dans le même sens. Bien souvent, les familles essayent de les calmer, de les apaiser. Vous savez, quand un individu vit dans la clandestinité, vit dans une zone de combat, s'il veut survivre, il est obligé de devenir un fauve. Et j'ai vécu pendant la guerre civile du Liban avec des combattants comme ça. Entre le moment où ils s'arrêtent de combattre et le moment où ils retrouvent leur calme intérieur, il peut s'écouler des mois. Et pendant les mois en question, ils peuvent rebasculer. Une image vue à la télévision, un coup de téléphone d'un ancien copain, ça peut les faire basculer. Donc il faut un suivi. Même s'ils sont sincères quand ils disent que c'est terminé, plus jamais ça, il faut un suivi. Et à votre avis, qui représente un danger pour la sécurité nationale? Les personnes qui rentrent ou les personnes qui sont encore en Irak ou en Syrie? Alors, vous voyez la tournure que ça prend à l'heure actuelle. Manifestement, ce que voulaient faire ces garçons et parfois ces filles n'aura jamais lieu. Il n'y aura jamais de califat, de l'État islamique, etc. À l'heure actuelle, leurs territoires ont été morcelés, ils sont traqués. Les populations qu'ils ont opprimées pendant des années et qu'ils ont obligés à porter le voile, à se comporter de telle manière dans le cadre du rigorisme et du puritanisme le plus excessif, les détestent. Donc un certain nombre d'entre eux seront éliminés. C'est sûr. Puis en plus, quand vous voyez les bombardements, soit les bombardements aériens, soit l'artillerie lourde, il y a beaucoup de morts quand même. Hein, il y a beaucoup de morts. C'est une guerre très sanglante. Plus les rivalités entre groupes. Ça n'est pas une guerre comme la guerre de 14-18 où il y avait d'un côté les uns, de l'autre côté les autres. Il y a des groupes qui changent d'allégeance, qui passent de l'État islamique à Jabhat al-Nusra, à ceci, à cela, selon celui qui paye le plus. À un moment donné, par exemple, à côté de Mossoul, pour une raison X ou Y, l'État islamique avait un petit trou dans ses finances, donc ils ont annoncé qu'ils payaient plus les guerriers que $200 par mois. Au lieu de 400 avant, il y a tout un bataillon qui est parti à Jabhat al-Nusra parce qu'il continuait à payer $400 parce qu'eux avaient toujours l'argent des Séouniens. Donc c'est un peu des combats un peu chaotiques comme au Moyen-Âge, vous savez, où les gens changeaient en fonction, ou les guerres de religion. Et donc on peut pas tenir de ça une comptabilité rigoureuse. Disons qu'à l'heure actuelle, encore quelques centaines sur place et leur dangerosité est à évaluer au cas par cas parce que certains sont encore des fanatiques et d'autres sont épouvantés de ce qu'ils ont vu et même au sens médical du terme déprimés, quoi. Ils veulent plus de ça. Mais l'idéologie reste la même. Ah bien sûr, mais l'idéologie, bien entendu, c'est cette idée qui est partagée par une petite minorité de musulmans que le sort des musulmans ne sera réglé que quand il y aura sur terre un califat où tous les musulmans seront, et puis qu'il faut imposer ce califat par la guerre. Ça, c'est l'idéologie de Al-Qaïda ou de l'État islamique.